Je vais donc commencer par la première présentation. Je rappelle que vous avez 4 minutes. 4 minutes pour les deux. Je vais essayer. Je commence par la présentation du professeur Kamal intitulée « Les filles dans les écoles marocaines d'ingénieurs, une ascension scolaire silencieuse ». Alors, c'est un article qui questionne sur l'ascension scolaire des filles au sein des écoles marocaines d'ingénieurs et qui pose plusieurs questions auxquelles ils ont essayé de répondre. D'abord, le paradoxe du Sud global et le renversement des bastions masculins. On l'a écouté, il a largement montré l'ascension des filles, de la présence des filles dans les formations d'ingénieurs, et ceci montre une inversion des frontières géographiques du genre. Et la notion d'excellence silencieuse a été aussi abordée pour montrer que tout ceci s'est fait de façon graduelle sans qu'on n'ait pas eu l'attention vraiment là-dessus. Et toute la question de la socialisation familiale et la mutation des styles éducatifs qui a été abordée me paraît très importante. Et encore plus importante et sensible, le plafond de verre. Le plafond de verre qui apparaît lorsque tout le monde a fini ses études et que, à cause des contextes socio-économiques, à cause des devoirs familiaux, ces jeunes femmes brillantes, ayant fait de bonnes informations, se retrouvent sur le marché du travail avec quelques difficultés. Alors, une ou deux questions sur le concept d'éducation égalitaire paradoxale. Comment s'articule le soutien des parents à l'autonomie et à la compétition scolaire des filles dans une société globale qui reste structurellement patriarcale? J'aurais bien voulu qu'on puisse approfondir un peu cette question. Et la deuxième question, c'est par rapport à la circulation vie privée, vie professionnelle. Comment ces jeunes femmes, qui sont des futurs cadres, anticipent la charge mentale et la conciliation des rôles au sein de leur couple, en particulier dans un contexte de transition socio-démographique au Maroc, comme vous le présentez. Alors, je vais maintenant... J'en avais 3, mais il n'y a que 2 personnes qui sont là. Et j'espère n'avoir pas encore fait les 4 minutes. Je vais maintenant parler un peu de l'article de la collègue Linda Gardel, que je félicite vraiment pour ce travail fouillé. Construire l'identité d'ingénieur au Maghreb à l'heure des transitions socio-économiques. Alors, votre article propose une analyse sociologique fine et stimulante des trajectoires des étudiants en ingénierie au Maghreb. Et il se distingue par sa capacité à déconstruire des idées reçues tout en ouvrant des perspectives critiques sur les modèles éducatifs mondialisés. Et j'ai beaucoup apprécié la notion du renversement du paradoxe de l'égalité de genre. Et à ce niveau, un des apports de l'article, c'est d'utiliser le contexte maghrébin pour nuancer ou bien même contester le paradoxe de l'égalité du genre, avec votre rapport analytique et aussi les différents éléments de discussion qui ont été abordés. Par exemple, la féminisation par l'excellence académique, je trouve que c'est des aspects qui apparaissent très importants. Et un point qui a retenu mon attention aussi, c'est la tension entre développement économique et transition écologique. Et là, je me suis posé la question de savoir, est-ce que vous pensez que c'est parce que vous avez questionné des femmes qu'elles sont plus portées sur les questions environnementales et de transition écologique? Et est-ce qu'on peut dire qu'il pourrait avoir un lien là entre sensibilité des jeunes hommes et sensibilité des jeunes femmes? C'est une question que je me suis posée lorsque j'ai lu votre article. Et une question, pour finir, si on considère que la formation d'ingénieur au Maghreb est un levier puissant de mobilité sociale, dans quelle mesure l'intégration croissante des femmes dans ces postes de décision technique contribue
à transformer la gestion des ressources dans le pays, en y intégrant les préoccupations éthiques et sociales qu'elles semblent porter, puisque vous l'avez dit plusieurs fois, on les voit sur ces questions-là, et j'aurais voulu vous entendre un peu plus sur ça. Merci, j'ai essayé de faire les 4 minutes et j'espère que j'ai réussi. Merci beaucoup. J'avais économisé 1 minute tout à l'heure de Wafa, donc vous avez pris 5 minutes, c'est pas grave. À vous la parole, M. Jean-Alain. J'avais une question. Plus tard, ok. En répondant aux questions, je vais vous redonner la parole, madame. Bien, merci beaucoup. Alors, j'aurai 3 petits points et une question. Le premier point, c'est par rapport à l'orientation. Je reviens sur la question des choix. Alors, possibilité de choix, non-choix. Et si on sait que les choix sont souvent conditionnés par plusieurs facteurs, notamment des facteurs qui peuvent être objectifs, vous l'avez rappelé, la question de la disponibilité des formations, des équipements, etc. Mais il y a aussi une dimension subjective. Et à un moment donné, vous abordez la question du choix et en insistant sur la particularité des familles, notamment la question des familles précaires. Alors, d'où la nécessité, me semble-t-il, de préciser l'inscription des étudiants, encore une fois, dans les dynamiques familiales. Et ça m'amène au deuxième point, qui est sur le profil. Il est important, me semble-t-il, je le disais tantôt dans la première session, la nécessité de préciser les profils. Par exemple, une question tout simple, on met en lien le mariage précoce et les grossesses. Combien de filles dans les 20 filles interrogées sont mariées ou ont des enfants? Il me semble que c'est parfois on présente des choses assez générales et génériques sans pour autant le mettre en contexte sur les cas spécifiques qui sont étudiés. Le troisième point, c'est sur les normes genrées face au harcèlement. Là, encore une fois, on a une idée que les filles sont plus harcelées que les hommes, d'accord? Mais quelle est la particularité des filles inscrites en sciences? Seraient-elles plus harcelées que les filles, par exemple, inscrites en littérature? Et une question qui, pour moi, est à la fois provocatrice, mais qui permet peut-être de dépasser et de revoir un peu la question des inégalités, et de savoir pourquoi, au final, devoir encourager l'orientation des filles par les STEM, si on sait que ça ne permet pas forcément à avoir un travail dans le domaine des STEM. Et par conséquent, est-ce qu'on serait dans du rattrapage, puisque quand j'écoute d'ailleurs la question des élèves ingénieurs, on serait dans un rattrapage statistique, mais est-ce que la question des inégalités n'est pas ailleurs, au final? Merci. Merci beaucoup, M. Jean-Alain. Merci, Mme Yvette, pour vos remarques et votre commentaire profond pour les interventions. J'ouvre le débat et si vous avez des questions avant que je repasse la parole aux intervenants, je prends 3 questions de la salle à moyenne d'une question par intervenant. Monsieur? Merci. C'est une question qui s'adresse à la fois à Linda et à Kamal. Est-ce qu'il y a une différenciation garçons-filles dans les choix d'écoles d'ingénieurs entre les écoles du pays et les écoles, par exemple, en Europe? Il y a beaucoup de jeunes Marocains qui intègrent les grandes écoles d'ingénieurs françaises et j'aurais aimé savoir si vous aviez des indications sur les répartitions. Parce que la question de la mobilité est très importante, on le sait, pour l'accès au marché du travail des diplômés d'enseignement supérieur. Et les enquêtes montrent que les femmes, les jeunes femmes, sont moins mobiles. Et souvent, c'est ça qui freine aussi leur accès donc, à l'emploi. Donc, est-ce que le problème se pose en amont aussi dans les choix, par exemple, de type d'école? J'avais une question spécifiquement pour Linda. Est-ce que les spécialisations des écoles peuvent jouer sur les réponses qui étaient données à la question arbitrage? Par exemple, est-ce que c'est différent quand on parle des écoles d'agronomie ou des écoles de mécanique? On peut peut-être penser aux écoles de mécanique, la voiture sera peut-être plus défendue que dans l'école d'ingénieur. Merci, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Bonjour. Merci vraiment pour les magnifiques présentations qui ont été faites et qui renouvellent vraiment notre questionnement sur qu'est-ce qu'il faut faire pour, je sais pas, on va pas dire éradiquer, mais diminuer les discriminations de genre dans la sphère éducative. J'avais une question pour Linda par rapport au questionnement même
qu'elles aient voulu comprendre spécifiquement le positionnement des filles sur la responsabilité sociale et environnementale. Je pense que la discutante est revenue un peu dessus, mais moi, de vouloir comprendre spécifiquement pour les filles ce qu'elles en pensaient, m'a fait penser quelque part qu'on retombait un peu dans les biais de genre qui veulent que les femmes soient souvent plus soucieuses du bien-être de la population que les hommes. Et d'ailleurs, leurs réponses montrent qu'elles sont socialisées comme ça. On pense qu'elles sont plus soucieuses, mais en réalité, est-ce qu'elles ne seraient pas quelque part, oui, voilà, éduquées à y penser? Voilà, merci. Merci. Ok. Donc la dernière question. Excusez monsieur, si c'est vrai, je vous retrouve. Ma question s'adresse directement à la question. Là. C'est pourquoi à chaque fois qu'on parle des carrières des femmes, on évoque la question de la conciliation vie familiale, vie professionnelle. Est-ce que c'est avec cette approche qu'on va diminuer la discrimination? Ou alors plutôt aller vers quand même éduquer, sensibiliser à le partage des tâches, à une masculinité maintenant qui se fait positive, etc. Merci. Merci. Dernière question. Cette fois, c'est la dernière. Oui, bonjour, merci. Peut-être une question davantage pour Kamal, donc les autres communicants pourront éventuellement y répondre. Je voulais savoir, est-ce que vous avez aussi des données sur le devenir professionnel des femmes diplômées des écoles d'ingénieurs? On a parlé du plafond de verre. Et donc, quel est le devenir, quel est le pourcentage de ces femmes diplômées des écoles d'ingénieurs qui accèdent à des métiers d'ingénieurs? Est-ce qu'on a des données là-dessus? Comment ça évolue? Et vers quel secteur professionnel se dirigent celles qui ne parviennent pas à insérer le secteur professionnel du métier d'ingénieur. Et ce qui me semble aussi intéressant par rapport au caractère non vocationnel évoqué par les jeunes filles, c'est que de telle manière ça interroge la hiérarchie des types de savoir. Merci. Merci. Donc, je donne la parole à Wafa et Anas si vous avez des réponses. Vous avez 1 minute. Merci. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour vos remarques. Elles vont bien sûr m'aider pour m'orienter dans mes recherches doctorales. Donc, concernant la question que vous avez posée, donc je n'ai pas d'encourager les filles surtout vers les filières STEM, mais de lutter contre les stéréotypes de genre et les représentations qui sont associées aux disciplines scolaires pour que ces filles-là aient la possibilité de s'orienter vers les domaines qui leur conviennent sans influence implicite de nulle part. Si j'ai bien répondu à votre question. Merci Wafa. Monsieur Kamal. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour les questions et l'intérêt que vous avez porté à ma présentation. Donc j'ai eu plusieurs, mais je crois que je n'aurai pas le temps pour répondre en intégralité à toutes les questions très intéressantes posées. Sur la question de soutien brièvement, le soutien familial, on a essayé de montrer que ce soutien, il est là et il explique en partie cette excellence scolaire des filles dont il faut parler plus, et pourquoi dans ma communication j'ai évoqué l'ascension silencieuse et inattendue. Je pense que souvent dans ce type de questions, il faut que nous, en tant que chercheurs, on a aussi la responsabilité de travailler, de visibiliser, de révéler les dynamiques, les changements, ce qui bouge. Et là, je verse vers la deuxième question sur la socialisation familiale, sur les anticipations des rôles sociaux. Et à ce niveau-là,
on voit aussi des avancées, des dynamiques, des changements. Je n'ai pas le temps pour étayer ça avec des extraits des entretiens, mais je pense qu'on a beaucoup à gagner si aussi on se donne les moyens et le temps pour faire des travaux ethnographiques, écouter les élèves, parce que les élèves et leurs parents vivent beaucoup de choses dans le silence, dans la discrétion, etc. Et ils sont parlants, ils ont un intérêt de portée globale qui va nous permettre de comprendre ce qui se passe à l'école, en dehors de l'école, au travail et en dehors du travail. Voilà, donc par rapport et je finis par là, des questions ponctuelles sur, on pourra en discuter après au pause café, très intéressantes sur l'articulation entre les choix d'établissement au Maroc et à l'étranger et la mobilité pour études et son articulation avec le marché du travail. Voilà, il est clair qu'il y a une hiérarchisation, il y a une hiérarchisation des écoles au Maroc, à l'étranger, mais aussi une hiérarchisation des écoles en fonction de leur réputation, en fonction aussi de leur réputation. Et parfois, la dichotomie locale ne fonctionne pas. Donc les choses sont très étrangères, ne fonctionnent pas, donc il faut peut-être creuser plus. Et j'ai pas le temps pour, avec ma collègue peut-être, Gracia, il va revenir sur ça. La conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, bon, il est toujours là en fait. Il pèse lourdement sur les dispositions et les prises de position de ces jeunes filles. Et évidemment, on souhaite qu'il y aura des actions concrètes pour un petit peu rendre possible cette conciliation. Mais dans l'état actuel des choses, on voit très bien jusqu'à quel point c'est cette conciliation qui agit et qui influence les anticipations et qui fait que finalement, malgré cette forte présence des filles au sein des écoles d'ingénieurs, on les perd dans les métiers et dans le marché de travail. Et pour devenir professionnel, on n'a pas fait une enquête statistique, mais la question de l'insertion professionnelle, les débouchés, les secteurs, etc., ça c'est un autre aspect que ma collègue sûrement cet après-midi qui pourra l'évoquer. Merci beaucoup, M. Kamal. Désolée de vous interrompre. À vous la parole, Madame Béni. Moi, j'ai eu beaucoup de questions, donc c'est pareil, je ne vais peut-être pas pouvoir répondre à tout. Mais la première et la dernière se rejoignent un petit peu. L'enquête a porté sur les filles et les garçons, et on a vu effectivement qu'il y avait une sensibilité particulière qui apparaissait chez les filles, mais bien évidemment, il n'est pas question d'essentialiser en disant les filles sont biologiquement déterminées à être plus sensibles aux questions éthiques et de responsabilité sociale. C'est bien sûr un parcours de socialisation qui rentre en jeu. Sur la question que vous posez, Yvette, sur la transformation dans la gestion des ressources dans le pays, qu'on pourrait espérer du fait qu'il y a plus de femmes qui deviennent ingénieurs. C'est une question que je me pose aussi et je n'ai pas la réponse. En tout cas, c'est une des hypothèses que l'on peut faire dans nos recherches. Et je pense qu'on y reviendra tout à l'heure avec l'intervention de professeur Scarfo, parce que réussite dans les études ne veut pas forcément dire après réussite professionnelle. Voilà, on y reviendra tout à l'heure. Après, sur le choix des écoles entre le Maghreb et la France, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, Kamel. Il y a une hiérarchisation très forte des écoles qui sont faites, et souvent dans les familles, s'il y a les ressources économiques et s'il y a le niveau scolaire pour pouvoir s'inscrire dans une école d'ingénieur à l'étranger, en France ou ailleurs, c'est souvent le choix qui est privilégié. Mais après, donc moi j'ai pas fait d'enquête précise, quantitative sur ces choix d'école.
Et ce que j'ai vu dans nos enquêtes qualitatives par entretien auprès de femmes qui sont venues en France faire des études d'ingénieur, c'est que la question se pose beaucoup sur la question du retour après. Et là, toute la famille se discute de ça. Ça peut être vu comme quelque chose de positif, le retour, parce qu'il y a une aide familiale pour s'occuper des enfants, etc. Ce qu'il n'y a pas en Europe. Mais ça peut être vu comme quelque chose de contraignant aussi, parce qu'il y a un plafond de verre qui est peut-être encore plus fort ici. Mais à voir, je n'ai pas de données là-dessus. Voilà, merci beaucoup. Madame Rivet, je vous redonne la parole. Vous avez une question tout à l'heure? Bien, la question c'était quelles pourraient être les bonnes pratiques pour encourager les filles à s'inscrire dans les filières scientifiques. Alors, je ne peux pas dire que je connais les bonnes pratiques, je peux peut-être partager ce que nous avons fait au Bénin dans l'association des femmes scientifiques au moment où j'étais la présidente. Alors, ce que nous avons fait, c'est d'abord d'élaborer des outils d'information et de communication autour de la nécessité pour les filles de s'inscrire dans des filières techniques, outils à l'endroit des enseignants, outils à l'endroit des parents, outils à l'endroit des élèves, filles comme garçons. Et ça nous a servi à faire de l'information et de la sensibilisation dans les lycées et collèges. Et ensuite, dès qu'elles arrivent dans nos universités, au Bénin, il y a 4 universités publiques et l'association couvre les 4 universités publiques. Dès qu'elles arrivent, il y a des comités de soutien sous la forme de mentorat pour d'abord les appuyer à faire la transition entre le secondaire et l'arrivée à l'université, mais en même temps de travailler avec les cellules genre de chacune des universités pour l'écoute et pour les aider à régler les problèmes auxquels elles sont confrontées. Donc c'est ce que nous avions fait. Est-ce que c'est une bonne pratique? Je ne sais pas, mais je pense que ça a quand même eu des effets. Nous avons travaillé avec le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de l'Enseignement secondaire et ça continue. Merci. Merci beaucoup. Je fais l'exception. Je donne le mot à Madame professeure Fatima Mouni. Merci beaucoup, professeur Bessou. Donc, je vais enfreindre le protocole, mais je voulais vraiment intervenir, non pas pour répondre à la place de ma doctorante Wafé, mais surtout pour dire tout d'abord que nous remercions professeur Pouillet pour ses remarques qui sont pertinentes, mais je voulais préciser que tout d'abord, Wafé, on l'a mise immédiatement après son inscription au doctorat sur le terrain. Donc, elle a fait cette étude exploratoire en première année. Deuxièmement, c'est une stagiaire dans le cadre du programme GESTA et donc on a essayé d'orienter son travail par rapport aux besoins du projet. Et je voulais aussi lui dire qu'on est très fiers d'elle et qu'elle a fait une très bonne présentation. On la félicite, on l'encourage à continuer. Merci.